Bonsoir. Après le plan de redressement économique présenté la semaine dernière par Édouard Balladur, c'est le chômage et l'insécurité qui étaient cette semaine au menu du travail gouvernemental. Côté emploi, un plan à court et à long terme présenté par le ministre du Travail, alors que le Premier ministre confirme dans une interview au Monde que les perspectives ne sont pas très bonnes pour les mois qui viennent. Côté sécurité, un projet de loi du garde des Sceaux relatif au contrôle d'identité qui pourront désormais viser toute personne, quel que soit son comportement. Deux projets qui illustrent une action gouvernementale qui bénéficie de l'adhésion des Français, si bien que beaucoup de commentateurs notent l'apathie, voire l'asthénie de la gauche et l'absence du débat de ses élus les plus connus. L'un d'eux est cette semaine dans l'actualité la plus chaude qui soit, celle du sport. Bernard Tapie, bonsoir. Vous êtes l'ancien ministre de la Ville et nous reviendrons tout naturellement sur les dernières mesures de l'actuel gouvernement. Nous parlerons bien sûr football puisque l'OM, quasiment champion de France, va faire battre tous les cœurs face au Milan AC dans 3 jours à Munich. Mais d'abord, un peu de tapis politique si vous voulez bien. On vous a guère entendu depuis les élections. Est-ce que c'est parce qu'il serait malséant de critiquer un Édouard Balladur au zénith des sondages ? Parlez-moi en particulier ou... de vous d'abord et de la gauche ensuite, quoi. Je crois d'abord qu'on a quand même pris une vraie grosse droite au travers de la figure et que ça laisse KO quelques temps. Et avant de reparaître comme ça pour faire savoir son opinion, on a besoin du temps pour se remettre. Ensuite, il faut dire que les vraies premières mesures commencent à arriver maintenant. Je ne parle pas des effets d'annonce qui, n'entraînaient pas de prise de position particulière dans la mesure où c'est pas notre style que de monter au créneau chaque fois que le gouvernement dit quelque chose. Peut-être aussi que la gauche a du mal à retrouver un rôle d'opposition. Non. Vous allez voir avec les mesures qui arrivent là, l'opposition, elle n'a pas du tout envie de laisser tomber son rôle et elle va agir, soyez-en certains. Simplement, quand on dit on va réduire les dépenses de l'État, on empêche les ministres de prendre l'avion en réaction, on ne va pas commenter ça, quoi. Donc au début, c'était un peu ça. On ne va pas critiquer les symboles. Maintenant, on en est aux mesures, on va pouvoir commencer à travailler. Laurent Geoffrin, dans le Nouvel Observateur, écrivait cette semaine que le risque est de voir, dit-il, de s'instaurer en France une démocratie cotonneuse où les enjeux disparaissent derrière l'amabilité du ton. Alors, on peut le déplorer comme lui, ou on peut s'en réjouir qu'il n'y ait plus de guerre civile. Ça c'est bien. À votre avis ? Non, moi je crois que c'est bien. Et probablement une des raisons pour lesquelles Balladur a du succès aujourd'hui, c'est qu'il incarne justement ça. C'est-à-dire on peut être passionné, on peut avoir des convictions fortes sans pour autant dire à la figure de l'autre qui est un moins que rien. Donc je crois que c'est pas plus mal. Ça, au contraire, on a besoin de ça. Et je pense que les gens en ont besoin aussi. Alors, parlons un peu de vous. On a l'impression depuis que vous êtes entré en politique active, tout en étant de gauche, et en l'affirmant à chaque fois, on a l'impression que vous tournez toujours un peu autour du pot. Énergie Sud ici, radicaux de gauche là. Il y a trop de chefs au Parti Socialiste ? Non, mais j'ai jamais été. Je suis de gauche, non communiste, non socialiste. Par conséquent, je suis dans un espace qui n'est pas si étroit que ça, mais qui tout de même est pas aussi large et aussi extensible qu'on le voudrait. Il se fait que les radicaux sont à la fois par leur histoire, leur tradition, les hommes qui y ont été, et surtout les moments où ils sont intervenus, le parti qui me semble être le plus dans le vent d'aujourd'hui. Je veux dire, je suis pas seulement ébloui par son histoire. Évidemment, Anatole France, Ledru-Rollin, Gambetta, Mendès France, etc. Il y a besoin de rajeunir quand même. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont intervenus au moment où l'histoire avait besoin de modifier les modèles en place. Et de ce point de vue, c'est probablement, et je l'ai remarqué avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui, sont les gens qui sont effectivement les plus créatifs, les plus imaginatifs, et en tout cas les plus prêts à participer à l'élaboration de projets modernes. Alors, comme je suis de gauche, et ni socialiste ni communiste, et qu'en plus, c'est aussi là que se situe le Parti radical, je veux dire que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis rentré dans ce mouvement politique. C'est-à-dire qu'un matin, vous êtes levé en disant « j'ai vraiment envie d'aller au radical ». Non, ça fait plus de 3 ans qu'on parle, qu'on se connaît. Tapie qui rentre dans un parti, c'est pas neutre. Ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Il fallait qu'il y ait un vrai désir, à la fois des gens qui sont en place, qui ne sont pas du tout l'image qu'on raconte, Cassoulet, Nanty, etc. Et c'est un tas de jeunes extrêmement performants. Et d'autre part, il fallait que moi j'accepte cette discipline nouvelle, qui pour moi est un peu difficile, parce que je ne suis pas habitué, je suis un peu habitué à être un tirailleur individuel. Et il faut accepter la règle du jeu d'une collectivité, et que j'ai bien accepté, qui maintenant me fait très plaisir. Alors, il va y avoir des états généraux du Parti Socialiste. Le 18 juin, les miens. Ah oui, non, mais je vous parlais du Parti Socialiste, et je voulais savoir
Justement, quelle part vous allez prendre dans la rénovation de la gauche? Aucune. Ah, de la gauche, là, on va voir. Il faut la place qu'on méritera. Pour l'instant, elle est toute petite parce qu'on est un tout petit parti. Et c'est bien normal que le Parti socialiste occupe une très large place dans la gauche parce qu'il est représentant, en tout cas, d'un plus grand nombre de sympathisants. Mais leur évolution, pour ne pas dire leur révolution, j'y suis pas concerné. Non, mais vous regardez ça avec bienveillance, indifférence, bien sûr. ça vous concerne pas? Ça me concerne parce qu'il y a encore un grand nombre de millions de gens qui sont très sensibles à la doctrine et à l'idéologie socialiste. Et même si, en apparence, les résultats électoraux montrent le signe d'une défaite, ils sont encore 20% de la population à peu près, ce qui veut dire autant que le RPR, ce qui veut dire autant, un peu plus que l'UDF. Donc, allons pas trop vite à faire des définitions de volume d'électeurs en faisant croire que le Parti socialiste est mort. Pour l'instant, c'est un des tout premiers, quoi, à égalité avec le PS, avec le RPR. C'est pas notre cas. Et moi, j'avoue que j'ai bien envie qu'un jour on fasse partie de ces grands-là. Il y a eu un débat au Parti socialiste pour savoir s'il fallait changer de nom. Aux radicaux de gauche, on a envie de changer de nom aussi pour justement moderniser l'étiquette. Je crois qu'il faut, comme vous le sentez bien, il faut à la fois toucher le fond et la forme. L'un va pas sans l'autre. On part à partir du 18 sur toute la France. On va faire pratiquement 150 visites presque domiciliaires. Car je crois qu'on a fait une grosse faute. Tous les partis politiques, c'est d'être à la fois très loin des gens quand il s'agit de comprendre leurs besoins et à la fois d'être trop près quand il faut exprimer la manière de leur faire plaisir. Je veux dire par là, il faut oublier un peu les sondages sur les décisions qui sont à prendre, quitte à être un peu impopulaire, et par contre être beaucoup plus près d'eux pour bien comprendre quelles sont leurs envies, leurs motivations. On ne peut pas se traduire dans leur peau. Donc je crois que le tour qu'on est en train de faire, et qui se terminera par un grand congrès aussi, et qui sera sûrement exceptionnel par la qualité des gens et par les propositions qu'on vous fera, je crois que ça sera un chemin qui nous amènera peut-être un jour à faire partie des grands partis de France. Je repose ma question, on change de nom ou pas? Probablement, parce que les radicaux de gauche, ça ne veut plus rien dire, il faut être moins restrictif que ça. Et les radicaux en tant que tels, c'est un mot qui contient en lui-même l'ensemble de tout ce qu'on peut attendre, de rigueur, de morale, de volonté d'agir. Mais c'est pas un signe d'abandonner l'étiquette de gauche? Ah non, mais on est dans l'opposition, il n'y a aucun doute, on y restera. Sans état d'âme? Sans état d'âme aucun, parce que c'est la constitue. Simplement, il faut pas dire n'importe quoi pour le plaisir de dire des choses. Bon, la gauche, la droite, ça c'est plus ma démarcation à moi. Ma démarcation à moi, c'est d'être du côté des gens qui ont envie de réformer, qui ont envie de bouger, qui ont envie de s'installer dans un acquis qui est compréhensible. Alors précisément, dans le journal du dimanche, vous dites aujourd'hui, mon projet, c'est celui d'un monde nouveau. Bon, c'est un peu utopique. Moi, ça me rappelle le changer la vie du Parti socialiste. On a vu ce que c'est devenu. Non, ne dites pas on a vu ce que c'est devenu, parce que on a changé énormément de choses. Je le dis d'autant plus que j'y ai pas participé beaucoup, comme vous le savez. Donc je le dis d'autant plus facilement. Ah, il y a des changements, mais changer la vie. La vie, non, ça c'est un peu. Non, j'ai pas dit la vie, moi j'ai dit il faut changer le modèle. Parce qu'on vit sur un modèle qui est complètement périmé, c'est pas moi qui le dis seulement. Et qu'on a la chance, justement, le Parti radical, de ne pas avoir la préoccupation de présenter le cheval qui risque de gagner une présidentielle. On n'a pas ce candidat-là dans nos rangs. Vous êtes sûr, ça? Ah oui, certain. On peut avoir des candidats qui se présentent, ça, tout le monde peut. Mais qu'ils gagnent, on ne l'a pas. Mais au moins, ça va nous donner le recul suffisant pour pouvoir préparer l'avenir sans se préoccuper de l'IFOP et de la SOFRES à toutes les semaines. Bon. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut changer le modèle. Parce que sinon, on est tenu par une obligation de satisfaire la demande immédiate. Alors, l'avenir de Bernard Tapie lui-même. D'abord, l'avenir immédiat, votre élection fait l'objet d'un recours en annulation. Il y en a 100 et quelques comme ça. Vous êtes inquiet? Avec 2500 voix d'écart, je ne suis pas très inquiet. Non, on n'annule pas quand il y a 2500 voix. On n'annule pas, sauf si vous avez fait vraiment des choses très graves, mais ça se saurait, donc on n'est pas inquiet du tout. Bon, deuxième étape, la mairie de Marseille. On a vu que vous aviez enterré la hache de guerre avec Robert Vigouroux cette semaine, en mettant tous les deux fin au contentieux qui vous opposait financier sur les finances entre le club et la ville. Est-ce que vous avez pour autant toujours pour ambition d'être maire de Marseille? Je crois que ma formation m'amène à ne pas avoir le désir d'être quelque chose si je ne me sens pas capable de remplir les fonctions pour lesquelles on m'aura mis. Ça veut dire, en termes un peu plus simples, que si dans 2 ans, les conditions qui existent au moment me laissent penser que j'ai, avec le groupe que je représente, assez de poids, assez de capacité, assez de talent pour relever un défi difficile, j'hésiterai pas une demi-seconde si je me sens capable de le faire. C'est bizarre ça, parce que de dire qu'on entreprend un combat si on pense qu'on a seulement des chances de le gagner. Moi, je vous ai connu plus entreprenant.
Je ne parle pas d'élection. L'élection, je ne me suis jamais dégonflé. Mais par exemple, si demain matin, vous me demandez de prendre la rédaction en chef de TF1, je ne vais pas le faire. Je trouve ça formidable, mais je ne serais pas capable. Non, mais je ne serais pas capable. Hein, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est très dur, la situation de la ville de Marseille aujourd'hui, très dur. Et pour pouvoir prétendre en être le magistrat et le maire, il faut avoir la certitude que vous allez lui apporter les réponses positives. Et qu'est-ce que les 2 ans qui viennent vont vous donner quant à votre propre certitude de un exemple, le président de la République qui sera certainement désigné avant, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Je veux dire, voilà un exemple qui ne dépend pas ni de vous ni de moi. L'état global de l'économie, c'est pas neutre. Comme on aura réglé le problème des cités, c'est pas neutre. Je veux dire, entre maintenant et 2 ans, dans un monde où les choses changent tellement vite, je ne sais pas si je serai capable. Alors, la liste aux européennes, vous parlez de la convention du MRG, qui va avoir lieu donc le 18 juin à Paris, devrait adopter le principe d'une liste aux européennes. Est-ce que vous avez envie de la conduire ou pas ? C'est pas comme ça que la question se posera, parce que pour une fois, je peux plus répondre à ces questions tout seul. Et la discipline dans un groupe politique. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va vous le demander? Est-ce que vous avez envie d'y aller? J'ai pas d'idée. Ce que je sais, c'est que c'est un moyen incroyable pour les radicaux de faire valoir leurs différences, parce que j'ai bien le sentiment, enfin quelque part, que les opposants à Maastricht savent pourquoi ils sont opposants. Ils le disent, ils ont tort ou pas, mais ils savent pourquoi, ils le disent fortement. Ceux qui sont sympathisants ont moins d'arguments. J'ai un peu l'impression qu'on est pour l'Europe parce que ça va de soi. Il faut absolument que les gens reprennent le fil directeur des arguments pour lesquels on doit être pour l'Europe. Le premier étant, les problèmes qui se posent à l'intérieur et à l'extérieur sont de telle nature que plus une nation de l'Europe saura les résoudre seule. C'est même pas un problème de goût. Alors après, comment on le fait? Mais aller sur l'Europe, c'est un chemin obligatoire, sans lequel on ne résoudra rien. Si on l'a fait, je ne suis pas sûr qu'on va résoudre les problèmes, mais enfin, si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc, les radicaux ont cette particularité d'être très promoteurs de cette idée-là. Donc, bien sûr, on va faire une liste. Qui la conduira? Celui qui sera désigné comme étant le plus capable à séduire le plus grand nombre. Voilà. Attendez, on sait bien dans un parti qui a envie de faire quoi et qui est le mieux à même pour... Pas un an. Qui va conduire la liste RPR? Bon, vous pouvez demander, il n'y en a pas un qui va vous le dire. Pourquoi vous voudriez que nous, le plus petit de tous, on soit déjà capable de vous répondre à ça? Non, moi je vous trouve bien modeste parce que je trouve que tout d'un coup vous êtes fondu dans un parti. Attendez, et Bernard Tapie n'existe plus et il n'y a plus que le parti radical qui existe. C'est vrai. C'est vrai, mais en plus c'est le projet global et il n'y a plus de projet personnel. Je dois être un bon soldat à point à la ligne. Et si à un moment on me demande de conduire une bataille, je la conduirai avec force. La preuve, c'est que je vais être avec Jean-François Horry, un de ceux qui allons aller sur le terrain pendant 3 mois. Là, je vous dis oui. Non, alors, dernière question à laquelle vous n'allez évidemment pas me répondre. Présidentielle. Voilà, mais plutôt je vais vous la poser différemment. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un candidat radical au présidentiel? Peut-être. Bon. Et là aussi, c'est le parti dans sa grande sagesse qui décide. Comme on ne sera pas capable de la gagner, est-ce qu'il sera utile pour faire gagner le présidentiable de gauche d'y être ou pas? C'est comme ça qu'on va se passer. Si c'est utile, on le fera. Si c'est inutile ou nuisible, probablement on ne le fera pas. Mais ces questions sont des questions qui sont évidemment débattues par les gens concernés. C'est vrai que c'est une habitude qu'il faut prendre et je m'y plie parce que c'est normal. La règle dans un parti, c'est pas d'être seulement le leader ou le co-leader et puis on n'écoute pas les autres. Alors dans un instant, on va voir toute l'actualité de la semaine avec notamment les grandes mesures gouvernementales et bien sûr la réaction de Bernard Tapie. On va se retrouver tout de suite. Un regard différent sur l'actualité, lundi 22h50 sur TF1. Reprise de 7 sur 7 en compagnie de Bernard Tapie. Début de la semaine, les enfants de Charcot et leur école, les chômeurs et le plan emploi, les Bosniaques et le référendum. Claire Auberger, Alain Badia. Non au plan Van Soen, oui à un État indépendant. Comme prévu, les Serbes de Bosnie plébiscitent la politique de leur leader Radovan Karadzic.
Un référendum nul et non avenu pour la communauté internationale qui parvient enfin à définir une stratégie commune. Réunis samedi à Washington, Américains, Européens et Russes adoptent un plan d'action destiné à accroître la pression sur les belligérants pour les forcer à négocier et à renforcer les zones de sécurité dans les enclaves musulmanes. Faute d'avoir convaincu leurs alliés d'intervenir militairement, les États-Unis promettent d'assurer une couverture aérienne des casques bleus en cas d'attaque. La communauté est désormais solidaire, elle ne s'est pas pour autant donné les moyens d'arrêter la guerre. 340 000 chômeurs de plus d'ici la fin de l'année, aucune embellie prévue en 1994. Face à cette nette dégradation de l'emploi, le ministre du Travail, Michel Giraud, dévoile son plan d'action. 14 milliards sont débloqués pour l'UNEDIC et les contrats emploi-solidarité. 2 projets de loi seront soumis au Parlement afin d'inciter le patronat à embaucher. L'un, dès cette session, prévoit d'exonérer les entreprises des allocations familiales sur les bas salaires. L'autre, un plan quinquennal prévu pour l'automne, devrait notamment réorganiser le temps de travail. Priorité clairement donnée au traitement économique du chômage. En contrepartie, le gouvernement appelle les patrons à faire preuve de responsabilité sociale en utilisant les licenciements qu'en ultime recours. Un appel loin d'être inutile, car certains patrons n'ont aucun état d'âme. Dans l'usine SKF près de Tours, la méthode employée pour mettre en vigueur un plan social est édifiante. Témoignage de l'un des 35 salariés jetés dehors après 20 ans de maison. On est venu me chercher, j'ai même pas eu le temps de quitter mon tablier, les mains sales. On m'a emmené dans un bureau et c'est là qu'on m'a dit vous êtes licencié. Et il fallait partir sur le champ. Dehors, un taxi l'attend, direction l'antenne de reclassement honteux mais légal. On a du mal à associer l'école à la mort. L'école, c'est la vie. À la maternelle Charcot de Neuilly, les mamans sont encore sous le choc, tandis que les enfants retrouvent peu à peu le sourire. On tente d'effacer le terrible souvenir de la prise d'otage. Dès cette semaine, l'institutrice Laurence Dreyfus reprendra sa classe de tout petit. De son côté, la brigade criminelle tente de cerner la personnalité du ravisseur. Abattu par les hommes du raid, Éric Schmitt est enterré jeudi dans son village à Cers. Militaire, informaticien, chef d'entreprise, au chômage depuis 1 an, il était devenu dépressif au dire de ses proches et paranoïaque selon les psychiatres. Pour tous, cependant, il reste difficile d'expliquer ce geste fou qui s'apparente plus à un acte suicidaire que criminel. Vous avez participé, Bernard Tapie, à cette émotion nationale à l'école Charcot? Évidemment. Et bon, on a apprécié que nos hommes spécialisés sont considérés dans le monde entier comme pratiquement les plus performants, en tout cas ceux qui servent aujourd'hui de modèle à beaucoup d'autres polices. Et ils l'ont montré encore une fois. Mais la symbolique des enfants... La symbolique, on était tous pareils, mais enfin bon, ça va de soi. Il n'y a personne qui a échappé à ça. Alors le plan emploi du gouvernement, 14 milliards, vous dites c'est bien ou vous prenez ça avec des pincettes? Mais non, parce qu'on a été confronté à ce problème, on a été foutu à la porte à cause de ça, donc on ne va pas le prendre avec des pincettes. Simplement, bon, les Français sont conscients qu'il y a des causes conjoncturelles et structurelles. Les conjoncturelles, ben, c'est pas ni Balladur ni Béret qui feront la reprise. Et si la reprise ne vient pas, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, la disparition d'emplois est supérieure à la création. Deuxièmement, il y a aussi ces structurels, parce que toute l'économie française s'est installée sur un système de crédit et non pas de capitaux propres, ce qui était logique dans un pays où l'inflation était forte, pratiquement même, à peu près au même niveau que le taux d'intérêt. Maintenant que l'inflation est réduite, le taux d'intérêt devient insupportable. Par conséquent, on est plus mal placé que beaucoup d'autres. Alors les mesures qui tendent à alléger les entreprises de leurs charges, moi j'ai toujours dit que c'est pas ça qui crée vraiment l'emploi, parce que le chef d'entreprise, vous pouvez lui faire même les charges complètement gratuites. La preuve, ça a été fait pour les moins de 25 ans, pour plus de 50 ans. S'il n'a pas besoin d'employés, vous ne le prenez pas. Donc je crois que... C'est-à-dire que vous voulez dire que tant qu'il n'y a pas de marché... Alors la concurrence actuelle des chefs d'entreprise, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne. C'est des pays qui payent les gens 250 francs par mois. Alors, c'est difficile d'arriver à être concurrentiel. Néanmoins, les mesures dans des pays du tiers-monde bien sûr, mais la Chine, etc. Alors, comment faire? Je crois qu'il y a deux... Bon, d'abord, le présent. Et le présent, les mesures qui sont prises sont dans le sens où on allait nous, et il faut les faire. Mais il faut tout de suite préparer. Quand on voit que 340 000 chômeurs prévus d'ici la fin de l'année, on se dit, est-ce que c'est une pente fatale, ou est-ce que ça peut être enrayé, ou est-ce que personne ne va rien? Ça pourra pas être enrayé. Il faut changer le système. Parce qu'on est en train... On vit sur un système de plein emploi.
Et à partir du moment où on ne peut plus recréer les conditions du plein emploi, on sera en décalage permanent. Donc il faut sortir de ce système. Je crois qu'on peut en sortir de plusieurs manières, mais enfin, pour être schématique, je dirais, premier système, l'emploi, même le mot même emploi, doit être remplacé par de l'activité rémunérée. Emploi veut dire que vous êtes dépendant d'un employeur. C'est un peu comme à l'époque où on n'utilisait que les transports en commun pour voyager. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'idée de personne de contester qu'on sait se débrouiller tout seul dans sa voiture, sans prendre le train, sans prendre l'avion. Il y aura 20-25% des gens qui travailleront toujours dans des entreprises, ou toujours dans l'État, ou dans des collectivités locales. Et l'essentiel des autres seront des gens qui travailleront indépendamment pour faire de leur vie professionnelle ce qu'ils ont décidé de faire de leur vie familiale ou de leur vie sociale. C'est-à-dire quoi? Créer des emplois de service? L'ensemble de toutes les prestations qui manquent à la vie d'aujourd'hui et qui sont nécessaires, mais qui sont le fait d'un individu en tant que tel et non pas le fait d'un individu qui dépend des autres. Ensuite, ça c'est le premier point. Ensuite, donnez-moi un exemple précis. Quel genre d'activité? Par exemple, si demain vous devez partir de chez vous et faire garder vos enfants, vous ne trouverez personne, alors que l'Agence nationale pour l'emploi est pleine de monde. Essayez de trouver quelqu'un pour vous repeindre simplement une pièce. Vous ne trouvez personne. Pour refaire tout l'appartement, vous avez une entreprise, parce que l'économie d'échelle d'une entreprise permet de répondre à un besoin un peu élaboré et en tout cas relativement important. Mais le travail qui lui est plus ponctuel, plus artisanal, j'allais dire presque plus sur mesure, on ne peut pas le faire. Deuxième orientation, et qui est aussi là très importante, c'est on ne peut plus dépendre totalement du marché tel qu'il existe. Il faut anticiper sur ce marché. Et une entreprise ne peut pas le faire. Donc il y a des centaines de métiers nouveaux qui existent, qui ne pourront jamais être traités par une entreprise qui est souvent suiveuse, qui n'anticipe pas sur le besoin, en tout cas qui ne crée pas le besoin. Et enfin... Là aussi, donnez-moi un exemple précis, concret. Tous les nouveaux métiers qui sont liés à la sécurité dans les écoles, qui sont liés à la prise en charge des drogués, des gens qui sont malades, des familles désespérées, qui sont des métiers utiles. Et dernier chantier vers lequel il faut travailler, c'est que aujourd'hui, quand on dit aux gens on produit mieux, on produit plus, ça signifie qu'on a la capacité non pas d'utiliser moins de gens, mais de les utiliser moins longtemps. C'est dommage que quand on produit davantage, on soit obligé de licencier des gens. Il faut qu'on produise davantage, donc qu'on fasse travailler les gens moins longtemps. Donc réduction du temps de travail. Oui, mais regardez, si vous dites réduire le travail, les gens entendent alors je réduis mon salaire, et ils ne voudront pas. Et ils ont raison. Si vous dites je ne réduis pas mon salaire, personne ne le croira, et ils ont raison. Donc il faut mettre en place les pontages qui permettent à la fois, par exemple, vous avez le cas sur les moins de 25 ans et plus de 55 ans. Les plus de 55 ans, quand vous leur demandez est-ce que vous êtes prêt à gagner 80% de votre salaire pour travailler à mi-temps, ils vous disent oui, à 70%. Les jeunes de moins de 25 ans, pour rentrer dans la vie professionnelle et être formés par ces gens-là, sont prêts à travailler à 60% du montant du salaire qu'ils auront quand ils seront formés. Eh bien, si vous faites former des jeunes de moins de 25 ans à des métiers par des plus de 55 ans qui sont prêts à partager leur travail pour 80% du salaire, vous avez à trouver 30% seulement de la masse totale des deux emplois. Donc et vous allez trouver 500 ou 600 000 emplois. Donc vous dites au fond partage du travail, mais sélectif. C'est oui, pas pour tout le monde. Bien sûr. À la carte, voilà. Pour peut-être les plus jeunes et les plus anciens. Par exemple, les femmes avec des hommes, des gamins. On a une disponibilité formidable de solidarité que sur ceux qui sont prêts à partager parce qu'ils en ont besoin. Une femme, par exemple, peut avoir envie de partager son travail parce qu'elle est séduite à l'idée de passer plus de temps avec ses enfants. Mais elle ne veut pas non plus rester à la maison, elle a envie de participer à la vie sociologique et professionnelle. Oui, ça, le gouvernement ne dit pas autre chose quand il parle d'organiser le temps partiel. C'est pas le tout de dire il faut organiser le temps partiel, c'est pas le patronat qui peut l'organiser, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les citoyens, l'État, le patronat, les syndicats. Et là, actuellement, à chaque fois, on se heurte, on n'a pas été plus sots que les autres, on savait ça, puisque c'est nous qui avons lancé cette idée du partage du travail, ils étaient d'ailleurs très hostiles au début. Bon, c'est simplement la prise de conscience que c'est pas la peine de continuer de se battre contre une situation qui est inéluctable et vers laquelle on ne trouvera pas de solution si on n'accepte pas avec courage de changer de modèle et de changer de système. Quand vous voyez l'affaire des licenciés de SKF, d'ailleurs il y a une affaire semblable à Iveco, chez Bull, etc. C'est un signe des temps, ces salariés qu'on met à la porte comme ça. Non, moi je suis pas... Bon, nous on a eu le cas par exemple à l'époque où on était dans les chaussures. Pratiquement toutes les entreprises ont changé de métier, mais les usines n'ont pas fermé. Bon, c'est une caricature, je ne défends pas le patronat, mais je peux vous dire qu'il y a très peu d'employeurs qui sont ravis de licencier les gens. Je veux dire, c'est du sadisme, ce que j'ai vu là.
C'est même pas... Il n'y a pas de raisonnement économique qui justifie ça. Oui, cela dit, le gouvernement est préoccupé, dit-on, de voir le patronat faire peu d'efforts face à un certain nombre d'avantages qu'ils viennent de recevoir quand même. Mais non, mais parce que je crois qu'on n'a pas mesuré que ce ne sont pas que ces avantages-là. Il faut bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas créer un emploi dont vous n'avez pas besoin. C'est pas la peine. Donc au fond, la baisse des charges, c'était un cadeau inutile pour les entreprises? C'est un cadeau utile pour certains qui risquaient dans une concurrence à l'étranger, qui les mettaient en difficulté, mais ce n'est pas ça qui va créer. Par contre, l'État peut être beaucoup plus ambitieux sur la création d'une dynamique de croissance interne. Je veux dire, on a des moyens de faire de la croissance interne, on manque de tout. On manque de dizaines d'autoroutes, on manque d'ensemble, on manque d'hôpitaux, on manque d'écoles. Enfin, ça, c'est accroître la dépense publique. Or, la tendance est inverse. Le budget, il ne faut pas le comparer. Vous savez, le déficit budgétaire, si c'est de la dépense de personnel ou de la prestation, c'est une catastrophe. Si vous avez du déficit budgétaire parce que vous empruntez sur des grands équipements et que vous les amortissez sur la durée de vie du besoin de l'équipement, il faut arrêter. Ça, c'est un raisonnement de comptable, ça. Il faut absolument que le soir, la caisse soit juste. Mais on s'en fout. Moi, je vais vous dire, l'Allemagne a un déficit budgétaire énorme. Ils sont en train de préparer une Allemagne beaucoup plus performante qu'elle n'a jamais été. Car leur déficit est justifié par la formation de 20 millions de nouveaux travailleurs et d'installations qui définitivement permettront de les absorber dans des travaux qui nous mettront disqualifiés par rapport à eux. Un déficit, il y a deux types de déficit. Vous faites du déficit parce que vous gérez mal, ou vous faites du déficit parce que vous remboursez des emprunts qui ont servi d'acheter ou qui ont servi d'investir sur l'avenir. Il faut pas qu'on... Oh là, on mélange tout parce que le budget en France, il est unique. Il y a un seul budget et vous dites qu'il est déficitaire. Mais c'est une rigolade. Là, je vous écoute et j'entends qu'à la fois sur le déficit budgétaire, sur les mesures de relance sur l'emploi, vous dites le problème est mal posé. Sur le déficit budgétaire, vous dites c'est un raisonnement stupide. Vous êtes franchement dans l'opposition, là. Ah non, mais moi je suis dans l'opposition, pas parce que je suis à droite, il y en a plein qui pensent ça aussi, hein, je suis sûr. Pas pour l'instant, parce que... Comment vous expliquez que Édouard Balladur, que justement annonce de plan de rigueur en annonce de lendemain difficile, soit aussi populaire? Ça doit quand même vous dire... D'abord, c'est la loi du genre, hein, franchement. Quand on arrive, on est Premier ministre, on est populaire. Ouais, enfin non, c'est un cas d'école, parce que ça a été... Non, Mauroy, il a eu la même chose, c'est pas vrai. Oh. Ah non, Mauroy, pareil. Non, attention, ne mélangeons pas la popularité des Premiers ministres d'une même tendance. Bon, là, il y a eu une vraie fracture, ils en avaient vraiment assez de la gauche au pouvoir, et Balladur, il a un coefficient personnel qui est pour quelque chose, il faut pas retirer ça. Mais je veux dire, il jouit, comme Mauroy jouissait à l'époque, d'une telle envie, d'un tel espoir, parce qu'il est actuellement l'incarnation de l'espoir de gens. Mais là où vous vous trompez, c'est quand vous pensez que les symboles disparaîtront derrière la réalité, vous pouvez annoncer, les gens n'entendent pas. Vous savez, les promesses de François Mitterrand, les gens disent qu'il les a pas tenues. C'est pas les promesses qu'il n'a pas tenues, c'est les espérances que les gens s'étaient fait des promesses. Ils n'écoutent pas. La lettre aux Français, personne ne l'a lue. Et là, qu'est-ce qu'ils ont... S'ils ont gueulé sur l'essence, parce que ça, ils savent tout de suite ce que c'est. Mais quand vous dites la CSG va augmenter de... demain, je vais à la pompe et je paye 50 centimes de plus, là, je gueule. Attendez, les drames vont rester les drames, que ce soit malheureusement Balladur. Je vais vous dire franchement, si la magie de Balladur permettait à ce pays de traverser les années qui viennent dans la crise dans laquelle on est, sans qu'il y ait d'autres manifestations que celles qu'on a là, je signe dès demain. Je vais tout faire pour qu'il parte, mais je signe dès demain quand même. Suite de la semaine, Bernard Tapie, le plan sécurité du gouvernement, le oui danois à l'Europe et le bel hommage de l'Assemblée nationale à Pierre Bérégovoy. Claire Auberger, Alain Badia.